Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va traiter un exercice de diagonalisation de matrice à partir d'un endomorphisme que l'énoncé nous donne. Et en gros on va chercher les valeurs propres, puis les sous-espaces propres associés, etc., etc. Voilà, en fait on va faire l'exotype de diagonalisation de matrice à partir d'un endomorphisme. Voilà l'énoncé. Alors d'abord, on nous définit f qui va de R3 dans R3 et qui a tout triplé x, y, z associé là, ce gros triplé, j'allais dire, première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Alors là, je ne l'ai pas écrit, mais l'énoncé l'explicite. F, c'est un endomorphisme de R3. Et ça, il faut savoir le démontrer. Je vous renvoie aux vidéos précédentes si vous ne savez pas ce que c'est qu'un endomorphisme, qui est une application linéaire d'un espace vectoriel dans ce même espace vectoriel. Là, on part de R3 parce que vous avez un triplé et on arrive bien dans R3 parce que vous avez bien 1, 2, 3, vous avez bien un triplé et votre application en plus elle est linéaire. Et ça il faut savoir prouver que f est linéaire. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors d'abord on a f l'endomorphisme qui est défini comme ça et ensuite on nous donne b là. E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, en voyant E1, E2, E3 écrit comme ça, ils se disent que ça, c'est un triplet de réel. Absolument pas. Faites très attention à ça. La base canonique de R3, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà, E1, E2 et E3 qui sont ces trois vecteurs-là. C'est bien là, ces trois vecteurs qui sont juste là. Alors ensuite, ils définissent A qui est égal à la matrice de F dans la base B. Et première question, on nous demande de déterminer le spectre de A. Alors là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on nous demande le spectre de A, mais c'est la même chose que nous demander le spectre de F. Et oui, c'est la même chose, puisque A, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice représentative de F dans une certaine base. Bon, ici, c'est la base canonique. Ça aurait pu être n'importe quelle base. Ça, c'est super important de l'avoir en tête. Le spectre d'un endomorphisme, c'est le même que le spectre de n'importe laquelle de ces matrices associées dans n'importe quelle base. C'est-à-dire que là, on est dans la base B, le spectre de A sera le même que le spectre de F. Mais si on avait été dans une base B', le spectre de cette matrice, qu'on n'a qu'à appeler, je sais pas, C, ça aurait été le même que le spectre de F, qui aurait été du coup le même que le spectre de A. Très important ça. C'est un peu ça la magie des spectres. Oui, mais alors là, on nous demande du coup le spectre de A. Mais A, on ne l'a pas. On nous le définit ici, il va falloir créer cette matrice A. Il va falloir la créer. Alors c'est parti. Alors A, comme on l'a dit, c'est la matrice représentative de F dans la base B. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je vous renvoie au cours si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Alors déjà, ça va être une matrice 3, 3. Et les trois colonnes de vos matrices, elles vont recenser les coordonnées de F de E1, F de E2 et F de E3 par rapport à E1, E2, E3. Voilà, comme ça pour schématiser. Alors on va prendre un exemple ici pour F de E1. Alors F de E1, qu'est-ce que c'est? C'est F de 1, 0, 0. Comme ça, et oui, puisque E1, c'est tout simplement le vecteur 1, 0, 0. Là, je l'ai écrit en ligne. Vous pouvez aussi très bien l'écrire en colonne ici. Il n'y a pas de problème avec ça du moment que vous restez simplement avec des vecteurs. Alors c'est parti, calculons F de 1, 0, 0. 1, 0, 0, c'est quand x vaut 1, y vaut 0 et z vaut 0. On n'a qu'à remplacer là-dedans et on va trouver. Là où on va avoir un 1, là vous allez avoir 0, donc la première coordonnée ça va être un 1. Là ici la deuxième coordonnée, qu'est-ce que ça va être? Ça va être moins 2 fois 1 plus 0 plus 2 fois 0, donc là vous allez avoir moins 2. Et là vous allez avoir moins 2, parce que vous avez moins 2 fois 1, 0, donc voilà. Donc en fait ce que vous allez avoir, vous allez obtenir un triplet qui est celui-ci, 1, moins 2, moins 2. Donc ce triplet, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une fois E1, moins 2 fois E2, moins 2 fois E3. Donc ça veut dire que là, la coordonnée de f de E1 par rapport à E1, c'est tout simplement 1. La coordonnée de f de E1 par rapport à E2, c'est tout simplement moins 2. Coordonnée de f de E1 par rapport à E3, c'est moins 2 comme ça. Voilà. Alors on va aussi le faire pour f de E2 maintenant. Alors f de E2, c'est f de 0, 1, 0. On se rappelle parce que E2, c'est bien le vecteur 0, 1, 0. Alors là, on regarde dans la formule de f et on n'a qu'à remplacer maintenant les x par 0. Vous voyez, x prend la valeur de 0, y va prendre la valeur de 1 et z va prendre la valeur de 0, là dans la formule qui est ici. Donc là, on va avoir moins 2, 1, moins 2, parce que là, vous allez avoir 0 au niveau des x et des z, donc vous n'avez plus qu'à avoir moins 2, 1 et moins 2. Voilà, c'est bon. Donc on obtient ce triplet, c'est-à-dire en fait moins 2 fois E1 plus une fois E2, moins 2 fois E3, tout simplement. Donc là, les coordonnées de f de E2, ça va être quoi? C'est moins 2 fois E1, moins 2 qui est ici, plus une fois E2, le 1 qui est là, et moins 2 fois E3, le moins 2 qui est juste ici. Alors maintenant, je pense qu'on a compris la logique. Et pour f de E3, qu'est-ce que ça va être? Ça va être f de 0, 0, 1. Donc là, on va remplacer les x et les y par des 0, et les z vont prendre la valeur de 1. Et donc f de 0, 0, 1, ça va tout simplement être 2, 2, 5. Voilà. Donc on remplace 2, 2 et 5. Donc voilà, la matrice A, c'est celle-ci. Et maintenant, on va chercher son spectre.
Alors voilà, j'ai recopié la matrice A qui est ici, hein, c'est la matrice représentative de F dans la base B, c'est-à-dire la base canonique de R3. Alors maintenant, on va déterminer son spectre, et là, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'un réel lambda appartient au spectre d'une matrice si et seulement si A moins lambda I, donc moins lambda fois la matrice identité, est non inversible. Ça, c'est du cours, il faut vraiment le savoir, et il faut aussi savoir le démontrer, hein, ça se démontre par l'absurde. Voilà, donc on prend un réel lambda et on dit que lambda appartient au spectre de A si et seulement si, ce qu'on a dit, A moins lambda I est non inversible. Alors on va calculer d'abord A moins lambda I. Voilà, A moins lambda I, c'est cette matrice-là. Hein. Et alors là, nous, ce qu'on va essayer de savoir, c'est pour quelle valeur de lambda est-ce que cette matrice-là est non inversible. Donc ce qu'on va chercher, évidemment, c'est une réduite de Gauss de cette matrice-là. Alors là, faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se lancent directement dans une méthode du pivot de Gauss en prenant 1 moins lambda comme pivot. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont utiliser 1 moins lambda pour aller dégommer le moins 2 et le moins 2 qui sont ici, pour avoir des zéros juste là. Mais alors attention les amis, parce que on ne peut pas utiliser un pivot nul. Ça, c'est pas possible. Dans la méthode du pivot de Gauss, c'est pas possible, hein, ça. Or, on ne connaît pas la valeur de lambda. Et lambda, elle va peut-être qui vaut 1, justement. Et s'il vaut 1, ça veut dire que le coefficient qui est ici vaut 0. Et donc, on ne peut pas utiliser ce coefficient-là comme pivot de Gauss. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va alterner L1 et L3 d'abord. Hein. Comme ça, on va être sûr d'avoir un pivot non nul. Ça va nous éviter de prendre le risque d'avoir un pivot nul en fait. Hein. Voilà, on arrive à cette matrice-là. Et là, j'ai marqué, vous voyez qu'on a alterné L1 et L3. On a simplement switché là les lignes que vous retrouvez bien ici. Et là, vous avez un coefficient qui est bien non nul. Il n'y a pas de problème. Et le 1 moins lambda, on l'a refourgué à la troisième ligne. Voilà, comme ça, on est sûr que lui, il ne va pas nous faire suer. Hein. Alors là, juste un point au niveau de la rédaction. Il y a pas mal d'étudiants qui, là, entre cette matrice-là et cette matrice-là, font deux types d'erreurs. La première erreur, c'est de mettre un symbole d'équivalence entre ces deux matrices. Mais il n'y a pas d'équivalence entre ces deux matrices, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, vous avez des équivalences entre des propositions, vous vous souvenez? Une proposition P, une proposition Q, vous vous souvenez ces trucs-là? P implique Q, Q implique P, machin. Vous avez des équivalences entre des propositions, entre des égalités par exemple. Mais là, il n'y a pas équivalence là entre vos deux matrices. Hein. Vous pourriez dire en revanche, cette matrice-là est non inversible, c'est équivalent à dire que cette matrice-là est non inversible. Ça, c'est vrai, parce que vous êtes bien face à deux propositions. Mais écrire que cette matrice-là est équivalente à celle-là, non, ça ne fonctionne pas. Donc là, il n'y a pas de symbole d'équivalence et il n'y a pas non plus de symbole d'égalité. Ça, c'est la deuxième erreur un petit peu plus grave, j'allais dire. Enfin, grave, tout est relatif. Hein. Mais disons que c'est le deuxième type d'erreur à éviter. Hein. La matrice qui est ici n'est pas égale à la matrice qui est là, hein, bien sûr. Donc, il n'y a ni équivalence ni égalité. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour, entre guillemets, lier cette matrice-là à celle-ci? Eh bien, c'est ça. C'est le petit L1 qu'on intervertit avec L3. Parce que de cette façon-là, avec ça, vous indiquez à votre correcteur qu'est-ce que vous avez fait subir à cette matrice-là pour la transformer, entre guillemets, en celle-ci. Donc, pas d'équivalence et pas d'égalité. Hein. Alors, reprenons, maintenant qu'on est arrivé à cette matrice-là, là, on peut utiliser la méthode du pivot de Gauss en utilisant le moins 2 qui est ici, comme pivot non nul, il n'y a pas de problème pour aller dégommer là les deux termes qui sont juste ici. Alors je vais effacer A moins lambda I et je vais continuer ici. Alors j'ai commencé à écrire ma matrice. Là, la première ligne, on la recopie, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut se dire, qu'est-ce qu'on va mettre là dans la deuxième ligne? Nous, on veut dégommer le moins 2 qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans L2, on va mettre L2 moins L1. Parce que comme ça, ici, vous allez avoir un moins 2, moins 2. Donc, vous allez avoir un moins 2 plus 2. Vous allez avoir un 0. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, dans L2, on va mettre L2 moins L1. Et au niveau des coefficients, ça donne ça. 0, 3 moins lambda et moins 3 plus lambda. Je vous laisse faire les calculs si vous voulez vous en convaincre. Alors là, maintenant, un peu plus touchy, c'est qu'est-ce qu'on va mettre là pour la troisième ligne? Parce que là, le coefficient dont on veut se débarrasser, c'est quand même 1 moins lambda. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le moins 2 là pour aller dégommer le 1 moins lambda qui est là. Donc là, il faut réfléchir à combien de fois est-ce qu'on va prendre L3 et combien de fois on va ajouter L1 ou soustraire L1 pour réussir à là, c'est-à-dire ici, à avoir un 0 juste là. Alors ça, c'est de la gymnastique entre guillemets mentale, mais vous allez voir, on en prend vite l'habitude. Vous pouvez tout à fait le faire au brouillon, ça, en essayant avec des coefficients, mais vous allez voir, il n'y a rien vraiment de très compliqué. Hein. En gros, nous, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est-à-dire la valeur de x et de y, donc c'est des coefficients là, tels que, ça plus ça fait 0. C'est-à-dire, combien de fois je vais prendre 1 moins lambda, par combien est-ce que je vais multiplier ça, donc c'est x ici, ok, plus par combien est-ce que je vais multiplier le moins 2,
y c'est par combien, hein, est-ce que je vais multiplier le moins 2, pour que ça me donne 0. 0, moi je vais avoir un 0 ici. Bon, et bien là, en fait, il faut raisonner entre guillemets par symétrie. C'est-à-dire que là, vous avez un moins 2, donc là, moi, ce que je vais faire juste là, pour x, je vais lui faire prendre, vous allez voir, la valeur de 2, ok. Et là, y, par symétrie entre guillemets, je vais lui faire prendre la valeur de 1 moins lambda, tout simplement. Comme ça. Et oui, parce que là, vous avez 2 fois 1 moins lambda, plus 1 moins lambda fois moins 2, mais sauf que là, comme vous avez un moins 2, le moins 2, il peut passer là, juste ici, enfin le moins, bien évidemment. Et donc là, vous avez 2 fois 1 moins lambda, moins 1 moins lambda fois 2, c'est-à-dire la même chose, et ça fait bien 0. Donc là, on comprend que dans L3, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Il va falloir qu'on mette 2 fois la ligne qui est ici, puisqu'on a besoin de 2 fois 1 moins lambda, hein. Donc, on va prendre 2 fois L3 plus 1 moins lambda fois L1. Alors là, le moins qui est là, je vais le remettre ici pour qu'on le voit bien. Voilà, attention, hein, c'est bien plus 1 moins lambda fois L1, puisque vous faites bien 1 moins lambda fois le moins 2 qui est juste là, qui est dans la première ligne. Voilà, dans L3, on va mettre ça. Le 2 qui est juste là, c'est bien le 2 qui est là, hein, évidemment. Et le 1 moins lambda qui est devant L1, c'est le 1 moins lambda qui est ici et qu'on a trouvé là avec notre petite équation entre guillemets. Parce que comme ça, de cette façon, le coefficient qui est ici, il n'y a pas de problème, ce sera bien un 0. Ce sera bien un 0. Bon, alors là, en revanche, là et là, ça va se complexifier un tout petit peu, hein, mais bon, rien de bien méchant. Et on arrive à ça. Donc un moins 6 plus 2 lambda, ok. Et là, un lambda carré moins 6 lambda plus 9. Alors je vous laisse encore une fois faire les calculs pour vous en convaincre. Et là, faites très attention parce que oui, vous allez avoir l'intervention d'un lambda au carré. Ça arrive très souvent que là, vous ayez un polynôme du second degré. Alors je vais effacer cette matrice-là et on va continuer juste là. Voilà, alors j'ai recopié les deux lignes qui sont ici, évidemment, parce que là, nous, ce qui nous intéresse énormément, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de nous débarrasser simplement là du coefficient qui est là. On a envie que le coefficient qui est juste ici prenne la valeur de 0. Hein. Et là, attention, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment utiliser la deuxième ligne et certainement pas la première, parce que si jamais vous utilisez la première ligne, là, le coefficient qui est ici, vous allez y mettre un coefficient par rapport à moins 2 à l'intérieur. Non, certainement pas ça. Hein. Là, vous allez polluer le 0 pour lequel vous vous êtes battu. Donc non, certainement pas. Hein. Le 0 qui est ici, on va le conserver grâce au 0 qui est là et on va essayer d'aller dégommer le terme qui est là grâce à celui-là. Alors je dis grâce entre guillemets, mais là le 3 moins lambda ne va pas vraiment agir comme un pivot comme tout à l'heure. Hein. Parce que là, il faut remarquer une chose vachement intéressante, c'est que là vous avez moins 6 plus 2 lambda. Donc on peut factoriser par 2, comme ceci. Et là on remarque une chose assez marrante, c'est que le coefficient qui est ici, c'est exactement moins 2 fois le coefficient qui est juste au-dessus. C'est une aubaine extraordinaire, qui n'arrive pas tout le temps. Hein. Là, ça a été bien voulu par l'énoncé. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, dans L3, on va tout simplement mettre L3 plus 2 fois L2. Alors, si jamais on met effectivement dans L3, L3 plus 2, L2, alors le coefficient qui est là, il n'y a pas de problème, ça reste bien 0, parce que vous allez avoir 0 plus 2 fois 0, pas de problème, ça fait, je vais dire à tête auto, mais ça fait 0. Hein. Là maintenant, ça fait exactement ce qu'on voulait, hein, ça va faire 0. Et le dernier coefficient, ça va être lambda carré moins 4 lambda plus 3. Encore une fois, je vous laisse faire le calcul si vous voulez vous en persuader. Et là, c'est super parce que nous sommes arrivés finalement à une matrice triangulaire supérieure qui est une réduite de Gauss de A moins lambda I. Et donc, nous, on sait que A moins lambda I est inversible si et seulement si n'importe laquelle de ces réduites de Gauss est inversible. Donc on sait aussi que A moins lambda I est non inversible si et seulement si cette matrice-là est non inversible. Or là, on est face à une matrice triangulaire, ça c'est super simple de savoir quand est-ce que cette matrice-là est non inversible, pour quelle valeur de lambda est-ce que cette matrice est non inversible. Il suffit d'aller regarder les coefficients diagonaux. Parce qu'il suffit simplement qu'il y ait l'un de vos coefficients diagonaux qui soit nul, pour que votre matrice ne soit pas inversible. Okay, bon, là, on a un moins 2, lui, il ne pourra pas bouger, donc on s'en fiche entre guillemets un petit peu. Là, en revanche, on a un 3 moins lambda. Donc, si lambda prend la valeur de 3, ça veut dire que cette matrice-là est non inversible. Et là, vous avez un polynôme du second degré qui a deux racines qui sont 1 et 3. Là, je vous laisse vous en convaincre aussi par le calcul. Hein. Donc, ça veut dire que cette matrice-là est non inversible si et seulement si lambda prend la valeur soit de 1, soit de 3. On va passer à la rédaction. Voilà, ainsi, lambda appartient au spectre de A si et seulement si 3 moins lambda est égal à 0. Donc lui vaut 0. Ou alors, ça vaut 0. Et donc, le spectre de A est égal à 1, 3. Le 3, vous le retrouvez là et là aussi. Hein. Et le 1, vous le retrouvez là-dedans.
Et voilà, et maintenant on va pouvoir diagonaliser la matrice A en allant d'abord chercher ses sous-espaces propres associés à vos deux valeurs propres qui sont 1 et 3. Voilà. Et donc voici la question qu'on nous pose à présent. Il faut montrer que A est diagonalisable. Alors il y a une deuxième partie de la dénoncée qu'on verra juste après, mais déjà il y a ça. Il faut montrer que A est diagonalisable. Ce qui est déjà un indice quand même assez fort, parce que quelquefois dans les énoncés, on n'a pas montré que A est diagonalisable, parce que ça sous-entend que A est bien diagonalisable. Mais quelquefois, ce qu'on a tout simplement, c'est est-ce que A est diagonalisable? Donc là, ça veut dire que l'énoncé nous met sur la piste. Donc c'est-à-dire que si jamais on arrive en conclusion au fait que A n'est pas diagonalisable, il risque d'y avoir un petit problème. Remarquez que là, vous voyez, dans le spectre de A, on n'a que deux valeurs propres, alors que A, là, elle est de dimension 3, 3. Alors si A avait eu trois valeurs propres distinctes, alors là, il n'y aurait pas eu de problème, A aurait bien été diagonalisable, on aurait été sûr à 100% directement, c'est du court. Mais là, A a seulement deux valeurs propres distinctes. Donc on ne peut pas dire d'emblée A est diagonalisable. Non, pour ça, il va falloir qu'on aille déterminer les sous-espaces propres, associés aux deux valeurs propres que sont 1 et 3. Et ensuite, il faudra qu'on détermine les dimensions de ces sous-espaces propres. Et finalement, il faudra voir si la somme des dimensions de ces sous-espaces propres, donc de ces deux sous-espaces propres, puisqu'il y en aura deux, est-ce que la somme de ces dimensions est bien égale à 3? Si jamais c'est strictement inférieur à 3, c'est-à-dire que A n'est pas diagonalisable, et si jamais c'est égal à 3, ça veut dire que c'est diagonalisable. Alors ensuite, la question, c'est il faut déterminer P et D qui sont deux matrices carrées de M3 de R, donc avec P inversible et D diagonale, tel que A est égal à P fois D fois P-1. Cette formule-là, vous l'avez sans doute déjà vue plein de fois. Ça, c'est la définition même de la diagonalisabilité d'une matrice. Parce que ça veut dire que A, elle est semblable à une matrice D qui est diagonale. Ce qui veut dire qu'en fait, A et D représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Alors le truc, c'est que pour pouvoir déterminer P et D, il va d'abord falloir qu'on détermine les sous-espaces propres associés à 1 et à 3. Donc là déjà, c'est la première étape à faire, c'est déterminer les sous-espaces propres pour montrer que A est diagonalisable et ensuite on déterminera P et D à partir de ce qu'on aura trouvé. Alors depuis tout à l'heure, on parle des sous-espaces propres, là, associés à 1 et à 3. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir le cours. Ça, c'est très important de bien savoir ce que c'est. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel qui réunit tous les vecteurs propres associés à une valeur propre bien particulière. C'est-à-dire que lorsque vous avez A fois X, avec X, un vecteur colonne est égal à lambda fois X, un vecteur colonne non nul, bien évidemment. Lambda, ici, on dit que c'est la valeur propre de A. A, ici, c'est la matrice qui est ici. Et X, on dit que c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Bon, ça, vous le savez. Et donc, on dit que X appartient au sous-espace propre de A associé à la valeur propre lambda. Parce que ici, nous, on a deux valeurs propres différentes. On a 1 et on a 3. Donc, on a cette première relation-là. Et donc, nous, on va chercher tous les vecteurs colonnes qui appartiennent à E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et ensuite, on va chercher tous les vecteurs colonnes Y qui appartiennent à E3 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans le cas général? Je vais effacer un peu tout ça. Alors déjà, on commence par prendre un vecteur colonne X, Y, Z, oui, parce que c'est eux qu'on recherche. On recherche l'ensemble de tous les vecteurs colonnes, tels que A fois X est égal à lambda fois X. Sauf que ça, c'est équivalent à quoi? Si on passe le lambda X de l'autre côté, c'est équivalent à ça, à ce que A fois X moins lambda X est égal à, alors attention, ne dites certainement pas 0, parce que ça n'est pas 0, enfin c'est le 0 de R3, c'est le vecteur colonne nul. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez un 0 et vous l'indicez de l'espace vectoriel auquel appartient ce 0-là. Donc là, c'est 0 de R3, donc c'est le vecteur colonne 0, 0, 0. Donc là, vous avez ça. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser par la droite, par x, comme ceci. C'est-à-dire que a moins lambda, attention, fois i. Là, vous avez bien un i, parce que vous ne pouvez certainement pas faire une matrice moins un réel tout seul. Ça n'a aucun sens de faire ça, attention. Donc là, c'est bien a moins lambda fois i. Le tout multiplié par x est égal au vecteur colonne nul, donc 0, 0, 0. Donc voilà, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est résoudre le système qui est juste là avec x qui est x, y, z. Donc là, ce sont les inconnus, x, y et z. Et a moins lambda i, le truc, c'est qu'on a déjà les lambdas. On a déjà les lambdas, on sait qu'on a lambda qui va prendre la valeur 1 et la valeur 3, parce qu'on sait que c'est les deux seules valeurs propres de a
possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va traiter le cas de 1, donc on va remplacer lambda par 1. On va résoudre le système qui va être associé à cette équation-là. Et ensuite on traitera le cas pour lambda est égal à 3 après. Alors je viens de recopier ce qu'on avait juste ici. Là il faut bien avoir en tête que ce qu'on a là avec x qui est égal à x, y, z, ok, en vecteur colonne, là ça va vous donner un système. Alors je vais le réécrire pour qu'on voit bien qu'on est face à un système là. Voilà, écrit matriciellement, ça nous donne ça. Ça, c'est A moins lambda I. A, c'est là, A moins lambda I, c'est bon, c'est ça. X, c'est lui. Et le 0 de R3, c'est bien ça. Donc là, si jamais vous faites rentrer ce vecteur colonne là dans votre première ligne ici, donc c'est encore une fois la métaphore de la baguette dans le premier four, vous allez avoir 1 moins lambda fois x, moins 2 fois y, plus 2 fois z est égal à 0, ce sera la première de votre système, etc. Pareil pour la deuxième ligne et pareil pour la troisième ligne. Ok, donc là, vous allez bien avoir un système de 3 équations, puisque vous allez avoir 3 lignes, et à 3 inconnus qui sont x, y et z. Le truc, c'est que là, le lambda qui est juste ici, on va le remplacer d'abord par 1, parce qu'on va d'abord traiter le cas par 1, et ensuite, plus tard, on le remplacera par 3, on verra ce que ça donne pour 3. Le truc, c'est que là, pour se simplifier la vie, plutôt que de directement remplacer les lambdas qui sont ici par 1, on va utiliser la réduite de Gauss qu'on a trouvée dans la vidéo précédente. La réduite de Gauss, bien évidemment, de cette matrice-là. Je dis la réduite de Gauss, mais il y a une infinité de réduites de Gauss de n'importe quelle matrice, attention. Je parle de celle qu'on a trouvée dans la vidéo précédente. Parce que ce sera beaucoup plus simple. Là, on aura des zéros directement, puisque la réduite de Gauss à laquelle on est arrivé précédemment dans la vidéo précédente, c'est une matrice triangulaire supérieure. Voilà, comme ceci, là, la matrice qui est juste ici, c'est la réduite de Gauss qu'on a déterminée à la vidéo précédente. C'est grâce à elle qu'on a déterminé le spectre de A. Alors là maintenant, première étape, on va déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, et donc on va remplacer tous les lambdas qui sont ici par 1. Voilà, alors je viens de recopier ce qu'on avait juste en dessous, maintenant on va remplacer les lambdas par 1. Voilà, pour lambda est égal à 1, on arrive à cette équation matricielle, donc là vous avez bien moins 2, 4, là 0, 2, moins 2, et là c'est bon, on a bien tous les zéros, puisque ici, bien évidemment, ça vaut 0 quand lambda prend la valeur de 1. C'est-à-dire pour ça que 1 est bien dans le spectre de A. Alors maintenant, en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors on remplace. Et voilà, on arrive à ce système, qui est en fait un système, vous voyez, de 2 équations à 3 inconnus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 3 équations? Tout simplement parce que la dernière ligne, là, qui était ici, quand on remplace lambda ici par 1, ça fait 0. Donc votre dernière ligne, c'est simplement 0 égale 0. Ce n'est pas une information extrêmement utile, donc on peut s'en passer. En tout cas, on arrive à ce système-là. Là, de l'équation qui est juste ici, on obtient le fait que y est égal à z. Voilà, y est égal à z. Et si jamais on réinjecte là-dedans, on trouve tout simplement que x est égal à y. Voilà, comme ça, qui est lui-même égal à z. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que x égale y égale z. Voilà, comme ceci. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ce résultat? Ça veut dire que lorsqu'on prend un vecteur colonne x, y, z, et que ce vecteur, il vérifie que a fois x égale 1 fois x, ça veut dire que ce vecteur-là, c'est un vecteur propre de a associé à la valeur propre 1, c'est-à-dire que vous avez ça, c'est très important, et c'est équivalent à dire que sa première coordonnée, là, c'est ça, x, est égale à sa deuxième coordonnée qui elle-même est égale à sa troisième coordonnée. Donc ça veut dire que dès que vous avez un vecteur colonne qui vérifie cette équation-là, nécessairement sa première coordonnée égale la deuxième égale la troisième. Et là les étudiants le plus souvent ils disent mais attends mais on n'a pas déterminé x, y et z. Mais justement, si vous les avez déterminés, vous les avez déterminés les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui compte. On ne vous demande pas de trouver une valeur précise de x, y et z. On ne vous demande pas une valeur finie, en fait. Ce qu'on demande, là, en fait, c'est d'établir un lien entre vos coordonnées. Pourquoi? Parce que ça veut dire que x, y et z peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur dans R du moment qu'ils sont égaux. Ça veut dire que si jamais on prend le vecteur colonne 1000, 1000, 1000, il n'y a pas de problème, ce vecteur colonne-là, étant donné que ces 3 coordonnées première, deuxième, troisième coordonnée sont toutes égales, il n'y a pas de problème, il va bien vérifier ça, que a fois x égale 1 fois x. Si vous prenez le vecteur colonne moins pi, moins pi, moins pi, pas de problème, il vérifie aussi ça. Parce que là, vous avez bien montré que tous les vecteurs colonnes dont la première coordonnée égale la deuxième égale la troisième, tous les vecteurs qui vérifient ça, ils sont bien dans
E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1. Voilà, ainsi, E1 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, c'est l'ensemble de tous les triplés XXX avec X qui appartient à R. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un espace vectoriel, en fait, ça. Hein. Et c'est même une droite, et cette droite, c'est celle-là, c'est vecte de 1, 1, 1. Pourquoi c'est une droite? Parce que vous n'avez qu'un seul vecteur là dans votre vecte, ok? Vous n'avez qu'un seul vecteur. Certes, il y a 3 coordonnées, mais en fait, ça veut dire que là, vous avez un vecteur dans l'espace qui a 3 coordonnées. Alors, pour le représenter géométriquement dans l'espace, ça, c'est R3, hein, c'est l'espace. Alors, 1, 1, 1, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur. Alors là, je ne peux pas vraiment trop le représenter parce que, en gros, il sort comme ça, vous voyez, il pointe comme ça vers nous. Il nous ferait face, quoi, parce qu'il est vraiment, tac, il est comme ça, il est en train de sortir. Voilà, parce qu'en fait, il a une coordonnée par là, une coordonnée comme ça et une coordonnée comme ça. Donc, il est vraiment genre... je vais le représenter comme ça, il est comme ça, avec de 1, 1, 1, ok? Ce qu'il faut se dire, c'est que là, vous avez votre vecteur qui est là, qui est le vecteur 1, 1, 1, ok? Et là, vecte de 1, 1, 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace vectoriel qui est généré par ce simple vecteur. Or, ce simple vecteur, c'est lui, il n'y en a qu'un seul de vecteur. Donc, quel espace vectoriel est-ce qu'il engendre? Toute la droite et qui va traverser là le plan qui est ici et qui va se prolonger aussi par là. Hein. Donc 1, 1, 1, c'est bien le vecteur qui est là et vecte de 1, 1, 1, c'est bien la droite qui est générée par ce simple vecteur. Du coup, là, on sait que la dimension de E1A, c'est quoi? C'est tout simplement 1 parce qu'on n'a qu'un seul vecteur à l'intérieur, c'est une droite. Ok? Et donc, la dimension de E1A, hein, c'est bien 1 comme on l'a dit. Alors maintenant qu'on a déterminé E1A, il va falloir qu'on détermine aussi E3A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3. Hein. Alors c'est parti, pour lambda est égal à 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette matrice-là et on va remplacer lambda par 3. Et on arrive à ça, alors là c'est plutôt pas mal parce que là, on n'a que des zéros, donc on va simplement avoir une seule équation, parce que là, les deux dernières lignes, elles nous apprennent simplement que 0 égale 0. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Donc voilà, on arrive à cette équation-là, c'est-à-dire que moins 2x, moins 2y plus 2z est égal à 0. Alors là, ça arrive que quelquefois, les étudiants soient en panique, parce qu'ils disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour déterminer x, y et z? On n'a qu'une seule équation, on a 3 inconnus. Alors déjà, on peut tout simplifier par 2, on va le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais voilà, donc les étudiants, ils stressent et ils se disent, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la valeur de x, de y et de z? Mais encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne cherche pas des valeurs précises, fixes de x, y et z. On ne cherche pas des valeurs particulières. On cherche des valeurs générales, encore une fois. Et donc, du coup, ce qu'on recherche, c'est justement ce type d'équation. Parce que là, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des liens entre les coordonnées de votre vecteur propre. C'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à établir des liens entre vos coordonnées. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé que x égale y égale z. On avait établi un lien d'égalité entre les 3 coordonnées de votre vecteur, enfin de tous les vecteurs, hein, de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Et ça nous a permis de dire que le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, c'est tout simplement vecte de 1, 1, 1. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est pas du tout des valeurs particulières de x, y ou z. Hein. Au contraire, c'est des valeurs générales, entre guillemets, mais surtout, ce qu'on cherche, c'est un lien entre les coordonnées qu'on a là. Alors le truc, c'est que tout à l'heure, on avait 2 équations, okay, ce qui nous avait amené à x égale y égale z. Alors ici, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'a qu'une seule équation et on a 3 inconnus. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va exprimer l'une des coordonnées par rapport aux autres coordonnées, par rapport aux 2 autres coordonnées en fait. Là, par exemple, on peut choisir de passer x de l'autre côté. Et donc, on va avoir x est égal à moins y plus z. Voilà, comme ceci, hein, j'ai simplement passé le moins x de l'autre côté du signe égal et j'ai simplement interchangé de place la droite et la gauche. Bon. Alors là, remarquez un petit peu que ces 2 égalités, quand bien même elles sont équivalentes, elles ne veulent pas dire la même chose entre guillemets. Parce que l'équation qui est juste là, elle nous dit que dès qu'on a un vecteur propre associé à la valeur propre 3, c'est-à-dire qu'il vérifie ça, hein, que a fois x égale 3 fois x, ok, et dès qu'on a un vecteur colonne qui vérifie ça, nécessairement, on a ça au niveau de ses coordonnées. Ça veut dire que moins une fois sa première coordonnée, moins une fois sa deuxième coordonnée, plus une fois sa dernière coordonnée, ça fait 0. Voilà, ça, on en est sûr. Il y a équivalence. Moins première coordonnée, moins deuxième coordonnée, plus troisième égale 0. Bon, ça veut dire ça. Alors que l'égalité qui est là, elle est un peu plus intelligente, j'allais dire, que celle-ci. Ah, pourquoi ? Parce que celle-là, ce qu'elle nous apprend, c'est que la première coordonnée, là, est nécessairement égale à moins une fois la deuxième,
plus une fois la troisième. Alors là, on se dit, super, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Eh bien si, ça fait bien avancer le schmilblick. Parce que comme ça, on va pouvoir remplacer x par moins y plus z. Et c'est ça l'astuce. Oui, parce que ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a un vecteur qui vérifie ça, que a fois x égale 3 fois x, alors nécessairement, et même c'est équivalent à dire que sa première coordonnée, c'est égal à moins une fois sa deuxième, plus une fois la troisième. Or, la deuxième et la troisième coordonnée de ce vecteur colonne, elles peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur. Mais en prenant n'importe quelle valeur, elles vont déterminer la valeur de la première coordonnée. Par exemple, si jamais vous prenez y qui est égal à 1000 et z qui est égal à 1, x, à quoi est-ce qu'il va être égal? Il va être égal à moins 1000 plus 1, c'est-à-dire moins 999. Donc ça veut dire que nécessairement, le vecteur 999, 1000 et 1, il vérifie bien cette égalité. Voilà, ainsi E3 de A, c'est-à-dire le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3, c'est moins y plus z, parce que c'est x, voilà, c'est moins y plus z, et y et z, avec y et z qui sont absolument quelconques dans R2. C'est-à-dire que y et z peuvent prendre chacun n'importe quelle valeur dans R, on s'en fiche. Et ça, c'est super parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture générale de tous les vecteurs colonne qui vérifie ça, que a fois x égale 3 fois x. Alors maintenant, on va changer cette écriture-là en vect. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire subir une petite transformation là au vecteur colonne qui est ici. Voilà, j'ai scindé en deux là ce vecteur colonne avec d'un côté les y et de l'autre les z. Là, vous êtes bien d'accord que si jamais on fait la somme là de ces deux vecteurs colonnes, on retombe bien là-dessus. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là maintenant, ce que je vais pouvoir faire là-dedans et là-dedans, c'est que je vais pouvoir factoriser. Là ici, je vais factoriser par y et là, je vais factoriser par z, comme ceci. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient d'exhiber? On vient d'exhiber le fait que E3 de A, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables qu'on peut faire avec ces deux vecteurs. Puisque ça, c'est bien la forme générale de n'importe quelle combinaison linéaire que vous faites avec ce vecteur-là et ce vecteur-là, puisque y et z peuvent prendre n'importe quelle valeur dans R. Donc là, comme vous avez l'ensemble, c'est bien l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que vous pouvez faire avec ce vecteur et ce vecteur-là. Et ça, c'est la définition même de vect de lui et lui, de ces deux vecteurs-là. Et voilà. Alors là, j'ai un petit peu détaillé le passage de là à là, mais il y a un moment donné, vous verrez, à force de vous entraîner, vous allez pouvoir directement passer de l'écriture que vous avez là à ça, voire même omettre ce passage-là. Vous allez pouvoir, plus tard, directement passer à là. Et donc là, on remarque quand même une chose assez intéressante, c'est que E3 de A, c'est vect de ces deux vecteurs-là. Okay, et donc, ça veut dire que la dimension de ce sous-espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel, puisque c'est un vect, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Mais parce que là, vous avez un vecteur et un autre vecteur qui sont non collinaires. Ok, ils sont non collinaires, ces deux vecteurs. Donc, c'est comme si vous aviez un vecteur comme ça, un vecteur comme ça. Et là, vous allez prendre l'espace engendré par ces deux vecteurs-là. Or, c'est quoi l'espace engendré par deux vecteurs non nuls et non collinaires? C'est un plan, comme ça. Donc là, ce serait le plan qui est comme ça. Si je me mettais comme ça, ce serait le plan qui serait comme ça. Si je me mets comme ça, ce serait le plan qui serait juste là. Ok? Allez voir les vidéos de cours là-dessus si vous n'êtes pas à l'aise sur ces écritures-là. Donc voilà, la dimension de E3 de A est égale à 2. C'est un plan. À vrai dire, c'est ce qu'on appelle aussi un hyperplan de R3 parce qu'il a une dimension de moins que R3. La dimension de R3, c'est 3. Là, on a 2. Donc voilà, c'est un hyperplan de R3. Et ça, ce résultat, il est plutôt pas mal parce que là, on vient de trouver une dimension égale à 2. Et pour le sous-espace propre associé à la valeur propre, on avait trouvé une dimension égale à 1. Or, 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3, c'est super. Or, justement, A, elle est de dimension 3 par 3, donc ça veut dire que A, elle est bien diagonalisable. Voilà, la dimension de E1A plus la dimension de E3A, c'est bien 1 plus 2, c'est égal à 3. Au passage, pourquoi? Parce que là, vous avez bien une droite, parce que c'était vect de 1, 1, 1. Okay, donc c'est un vecteur non nul, ça il faut bien le préciser. Au niveau de la dimension, pour bien justifier que cette dimension 1, peut-être que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, c'est vraiment parce que vous êtes face à un vecteur qui est non nul. Okay, et là, la dimension de E3A, c'est 2 parce que vous êtes face à une famille de deux vecteurs non nuls et non collinaires. Et donc, ça vous fait bien 1 plus 2, c'est égal à 3. Or, A qui est ici, il appartient à M3 de R. Donc, exactement le même 3 qui est ici. Et donc, A est bien diagonalisable. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer deux matrices. Une matrice P inversible et une matrice D diagonalisable, telle que A est égal à P fois D fois P-1. Voilà.
Alors j'ai recopié en haut du tableau tous les résultats qu'on a trouvés dans les vidéos précédentes. Donc là, on avait déterminé la matrice A à partir d'un endomorphisme qu'on nous avait donné. On a ensuite déterminé son spectre et puis on a aussi déterminé les deux sous-espaces propres associés aux deux valeurs propres différentes. Donc on a E1 de A, c'est vec de 1 à 1. Donc cet espace vectoriel est de dimension 1, c'est une droite. Et E3 de A, voilà, c'est vec de ces deux vecteurs, donc c'est un plan, hein, il est de dimension 2. Okay. Or, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, E1 de A, il est de dimension 1, E3 de A, il est de dimension 2. Donc là, vous avez une dimension 1, une dimension 2. 1 plus 2, ça fait 3. A, il appartient à M3 de R, donc ça veut dire que A est diagonalisable. Ça, c'est du cours, il faut vraiment le savoir, qu'à partir des dimensions là, des sous-espaces propres, on peut déterminer si une matrice est diagonalisable ou non. Hein. Mais donc, si elle est diagonalisable, ça veut dire qu'elle est semblable par définition à une matrice diagonale. Et être semblable à une matrice diagonale, ça veut dire exactement ceci. Ça veut dire que A est égal à P fois D fois P-1, avec P une matrice inversible et D justement une matrice diagonale. Et c'est bien la dernière question qu'on nous demande, c'est de déterminer là ces deux matrices, déterminer P et D. Voilà, toutes les deux des matrices de M3 de R, voilà, avec P inversible et D diagonale. Alors là, la technique, elle est toujours systématiquement la même. Parce qu'une fois que vous avez déterminé là vos deux sous-espaces propres, bon, il pourrait y en avoir 3 hein, évidemment, ou plus si vous êtes en dimension n, mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que comme A est diagonalisable, ça veut dire que si vous créez la famille composée des 3 vecteurs que sont ce vecteur-là et ce vecteur-là, alors vous avez une base de M31 de R. Voilà, ça c'est du cours, hein, il faut vraiment le savoir. Comme A est diagonalisable, on le rappelle, hein, et bien ainsi la famille composée là de ces 3 vecteurs, alors le vecteur qui est ici, il vient de là, lui il vient bien de E1 de A, hein, et ces deux autres vecteurs-là, alors eux en revanche, ils sont là, ils sont dans E3 de A, voilà, comme ceci, je viens de la noter. Donc là, ce que je disais, c'est que là, cette famille-là, on sait par définition, c'est du cours encore une fois, que ça, cette famille, c'est une base de M31 de R. Attention, ne dites surtout pas que c'est une base de M3 de R, hein, absolument pas. Hein. C'est une base de M31 de R. Qu'est-ce que c'est M31 de R? C'est l'ensemble des matrices à une colonne et 3 lignes. Donc en fait, c'est l'ensemble des vecteurs colonnes à 3 lignes et à coefficient réel. Alors la base la plus connue évidemment de M31 de R, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà, ça c'est la base canonique de M31 de R, on y est vraiment très habitué. Hein. Et là, on a une nouvelle base de M31 de R qui n'est pas justement la base canonique. Or, juste au passage, cette base canonique là, c'est à peu près quasiment la même chose que la base canonique de R3, de R puissance 3. Hein, parce que R puissance 3, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les triplés réels, donc vous les écrivez en ligne. Là, M3,1 de R, c'est l'ensemble de tous les triplés en colonne. Hein, bon, mais c'est quasiment la même chose. Hein, okay. Or là, mettons les choses bien au clair. La matrice de F, donc l'endomorphisme qui a été défini dans une vidéo précédente. Donc l'endomorphisme de F que l'énoncé nous a donné, dans la base canonique, sa matrice associée, c'est A. Sa matrice représentative, c'est A. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-le. Ça veut dire que là, la première colonne qui est ici, qu'est-ce que c'est? C'est f de ce premier vecteur qu'on a décomposé dans cette base-là. Ça veut dire que f de ce vecteur, c'est une fois ce vecteur, moins 2 fois ce vecteur, moins 2 fois ce vecteur-là. Voilà, ça, on l'a vu dans la première vidéo. Hein. Allez la voir si vous n'êtes pas au clair là-dessus, mais on va quand même continuer le petit rappel parce que ça va être très important de bien comprendre ce qu'on va faire juste après. Ensuite, on sait aussi que f de ce vecteur-là, ça nous fait là la deuxième colonne de coordonnées de A, c'est-à-dire qu'en fait, f de ça, ça fait moins 2 fois ce vecteur, plus une fois ce vecteur, moins 2 fois ce vecteur-là. Et puis enfin, vous l'avez compris évidemment, f de ce vecteur-là, c'est 2 fois lui, plus 2 fois lui, plus 5 fois lui. Ok. Or, on sait que A, donc la matrice qui est ici, qui est représentative de F dans cette base-là, on sait que A, elle est diagonalisable. Ça veut dire encore une fois qu'elle est semblable à une matrice diagonale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et D là, ces deux matrices, elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. La matrice A, elle représente F dans cette base-là. C'est la représentation matricielle de F dans la base canonique. Et D, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice représentative de F, mais dans cette base-là. Eh oui. Dans cette base-là, dans la base qu'on vient de définir. Et ça, c'est du cours, hein. Faites très attention, il faut bien le savoir. Hein. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est super important, c'est que la matrice D, là, la matrice diagonale, c'est la matrice représentative de F dans cette base-là, dans cette nouvelle base
de M3,1 de R, ou de R puissance 3 si vous voulez. Bon, c'est quasiment la même chose. Je vous conseille de mettre M3,1 de R quand même au cas où. Et donc ça veut dire qu'on va directement pouvoir aller déterminer D, puisque D est une matrice diagonale. Et vous allez voir, on va tout de suite pouvoir la déterminer, ça se fait super facilement. Mais il faut bien comprendre, je pense, la logique sous-jacente à tout ce type d'exercice plutôt que d'appliquer, j'allais dire bêtement, des recettes de cuisine, parce que ça peut parfois s'apparenter à ça, hein, les exercices de diagonalisation. Vraiment, c'est mieux, je pense, de bien comprendre ce qui est en train de se passer là, et surtout pour saisir la beauté vraiment qu'il y a derrière cet exercice, parce que nom d'un chien, c'est quand même extraordinaire la diagonalisation. Alors j'efface un petit peu la base canonique, je l'efface même complètement, et là j'écris la matrice D. Alors pour l'instant, je ne la remplis pas, on va la remplir ensemble, et pour la remplir, il faut tout simplement se rappeler de ce qu'est D. Alors déjà on sait que c'est une matrice diagonale, mais surtout que c'est la matrice représentative de F, de l'endomorphisme qui a été donné par l'énoncé dans cette base-là, dans cette nouvelle base qu'on vient de déterminer. Ce qui veut donc dire que là, il va y avoir 3 colonnes, comme ceci. Voilà, on a 3 colonnes dans la matrice D. Et comment est-ce qu'on va faire pour remplir là les colonnes de D? Rappelons-le, comme pour 1, c'était pareil. Mais là, pour D, il faut bien avoir en tête que chacune des colonnes de D recense les coordonnées de F de ce vecteur-là pour la première colonne, F de ce vecteur-là pour la deuxième colonne et F de ce troisième vecteur-là pour la troisième colonne. Donc on recense les coordonnées de F de lui, F de lui, F de lui, ok, mais dans la base qui est juste ici. Pour simplifier un petit peu les choses, je vais donner des noms là à nos 3 vecteurs. Voilà, comme ça, je les appelle epsilon1, epsilon2 et epsilon3. Donc là, la première colonne qui est ici, ça va être la colonne de F de epsilon1 qu'on va décomposer par rapport à epsilon1, epsilon2 et epsilon3. Voilà, comme ceci. Et puis la deuxième colonne, ça va être F de epsilon2 et la troisième, F de epsilon3. Voilà, comme ceci. Et là, on peut directement remplir, si on a bien saisi toute la logique qu'il y a derrière, et le jour du concours, vous pourrez directement remplir, vous n'aurez pas besoin de passer par toutes ces étapes-là, mais il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer là, hein. Surtout si jamais vous tombez là-dessus en colle et que le colleur vous demande « Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire là pour déterminer D, machin ?» Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer là. Donc là, on va recalculer entre guillemets F de epsilon 1. Voilà, F de epsilon 1, ça fait F de 1, 1, 1. Mais sauf que F de 1, 1, 1, on sait par définition que ça fait une fois 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que ce vecteur-là, le vecteur 1, 1, 1, il appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Certes de A, mais on sait et on se souvient que le spectre d'une matrice et le spectre de son endomorphisme, c'est la même chose. C'est ça qui est magique, c'est que E1 de A, c'est la même chose que E1 de F. C'est la même chose que E1 de F. Donc on sait nécessairement que ce vecteur-là, le vecteur 1, 1, 1, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, qui est bien une valeur propre de f. Donc on sait que f de 1, 1, 1, ça fait une fois le vecteur 1, 1, 1. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait une fois epsilon 1. Voilà, comme ceci. Donc on sait que f de epsilon 1, ça fait une fois epsilon 1, tout simplement. Si bien que là, on va pouvoir remplir notre première colonne. Et oui, puisque f de epsilon 1, on sait que c'est une fois epsilon 1, mais plus 0 fois epsilon 2, plus 0 fois epsilon 3, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que D est diagonale, hein, justement. Donc là, on va pouvoir remplir. Et là, on va mettre le 1 qui est là, puisque f d'epsilon 1, c'est une fois epsilon 1, 0 fois epsilon 2 et 0 fois epsilon 3. Alors maintenant, on va remplir les deux autres colonnes. Et donc d'abord, on va commencer par f de epsilon 2, hein, la deuxième colonne. Donc ça fait f de ce vecteur-là, voilà, comme ceci. Et d'une manière analogue à epsilon 1, epsilon 2, lui, on sait que ce vecteur-là, il appartient au sous-espace propre de A associé à la valeur propre 3. Mais donc, on se souvient, le spectre d'une matrice, c'est la même chose que le spectre d'un endomorphisme. Donc, ça veut dire que ce vecteur-là, il appartient au sous-espace propre de F, là, de notre endomorphisme, associé à la valeur propre 3. Donc, on sait que ce vecteur-là, c'est un vecteur propre de F associé à la valeur propre 3. Si bien que ça fait 3 fois moins 1, 1, 0. Ça fait 3 fois lui-même. Et donc, avec l'écriture qu'on a choisie, ça fait 3 fois epsilon 2. Donc là, maintenant, on peut remplir la deuxième colonne. F d'epsilon 2, ça fait 0 fois epsilon 1, plus 3 fois epsilon 2, plus 0 fois epsilon 3. Hein. Voilà, comme ceci. Oui, f de epsilon 2, ça fait 3 fois epsilon 2. F d'epsilon 2, c'est 3 fois epsilon 2. Et vous n'avez pas dans votre résultat, évidemment, ni de epsilon 1, ni de epsilon 3. C'est le but, justement, rechercher tout ça. Alors, pour epsilon 3 qui est ici, c'est exactement la même chose que pour epsilon 2.
voilà, j'ai remplacé f de epsilon 3, ça fait f de ce vecteur-là, qui, encore une fois, est dans le sous-espace propre de A, donc de f, associé à la valeur propre 3. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, c'est bon, c'est un vecteur propre de f associé à la valeur propre 3. Donc vous savez que f de ce vecteur, c'est 3 fois ce même vecteur, donc ça fait 3 fois epsilon 3. Et donc on peut remplir la troisième colonne. Vous n'avez dans votre résultat ni de epsilon 1 ni de epsilon 2. Donc là, on a des zéros là et là. Et la dernière coordonnée, c'est évidemment 3. Donc voilà, là, on vient déjà de déterminer la matrice D. Mais alors attention, je dis la matrice D comme s'il n'y en avait qu'une seule. Mais évidemment, en fait, il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a plusieurs possibles. Et oui, pourquoi? Parce que ça dépend de l'ordre dans lequel vous allez ranger là vos epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Bah ouais, parce que là, j'ai fait le choix arbitraire. Après, c'est à vous de choisir, hein, évidemment. Mais là, moi, j'ai fait le choix de mettre en premier vecteur, là, epsilon 1, le vecteur 1, 1, 1. Bon, ensuite, j'ai pris moins 1, 1, 0 et 1, 0, 1. Je les ai pris dans cet ordre-là. Voilà. Là, l'ordre compte vraiment, hein, c'est très important. Et donc, en me plaçant dans cette base-là, bah, je sais que la première colonne, ça va être f de ce vecteur-là, décomposé là-dedans. Ma deuxième colonne, ça va être f de ce vecteur-là. Et ma troisième colonne, ça va être f de epsilon 3. Ok, mais rangé dans cet ordre-là. Mais vous êtes d'accord qu'on aurait tout à fait pu interchanger, par exemple, la place de epsilon 2 et de epsilon 1 ou de epsilon 3 et de epsilon 1 aussi, ça n'aurait rien enlevé au fait que cette famille-là est une base. Mais alors attention, parce que si jamais vous interchangez par exemple epsilon 1 et epsilon 2, bah, ce qui va se passer, c'est que votre matrice D, votre matrice diagonale, évidemment, elle va changer. On va voir ça tout de suite. Voilà, dans la base numéro 1, donc celle qu'on a déjà étudiée, donc dans cette base-là, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, la matrice D, c'est celle-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une base 2, une B2, voilà, et je vais interchanger ce vecteur-là et ce vecteur-là. Voilà, j'ai pris la base B2 qui est juste ici. C'est la même que B1, mais sauf que j'ai juste interchangé là, ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc, ça ne change rien au fait que B2 est bien une base de M3 1 de R. Ok. En revanche, là, la matrice D, que je vais appeler d'ailleurs D' pour ne pas la confondre avec D, bah là, ça va changer. Pourquoi? Parce que, on se souvient, la première colonne de D', qu'est-ce que ça va être? Ça va être les coordonnées de f de ce premier vecteur-là, donc qui n'est plus celui-là, mais qui est celui-là maintenant. Ok. Donc f de ce premier vecteur-là, décomposé dans la base qui est ici. Mais le truc, c'est que ce vecteur-là, mais il appartient à ça. Il appartient au sous-espace propre de f associé à la valeur propre 3. Donc ça veut dire que bah, f de ce vecteur-là, ça fait 3 fois ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est un vecteur propre de la valeur propre 3. Donc on sait que f de lui, ça fait 3 fois lui. Et donc comme il est en première position, bah là vous allez avoir un 3. Vous allez avoir un 3. F de lui, ça fait 3 fois lui. Et donc 0 fois tous les autres. Si jamais je l'appelle epsilon 1', bah vous savez que f de epsilon 1', ça fait 3 fois epsilon'. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a directement ce résultat-là. Hein, puisque là, la première colonne, c'est bien f de epsilon 1' que vous décomposez par rapport à epsilon 1', epsilon 2' et epsilon 3'. En posant là, ce vecteur-là, on dit que c'est epsilon 2' et on dit que lui, là, c'est epsilon 3'. Okay. Ensuite, la deuxième colonne, bah, ça va être f de epsilon 2'. Et donc, ça va être tout simplement bah, une fois epsilon 2' parce que ce vecteur-là appartient à E1 de F ou de A, c'est pareil, donc vous avez compris la logique. Hein. Donc là, vous allez avoir un 0, un 1 et un 0, hein, parce que F de epsilon 2', ça fait une fois lui-même. Et la dernière colonne, bah, ça va être F de epsilon 3', et on sait que lui, comme il appartient à ce sous-espace propre, ça fait bah, 3 fois lui-même, donc on va avoir un 0 et un 3, parce qu'on sait que ça fait F de epsilon 3'. Voilà, ça déborde un petit peu là, mais vous comprenez la logique. Hein. Donc là, vous voyez qu'on arrive à 3, 1, 3. Okay, parce qu'on a choisi cet ordre-là et qui montre à quel point c'est important, hein, l'ordre dans lequel vous constituez votre base. Si vous êtes là-dedans ou là-dedans, votre base D, c'est pas la même. Bon, alors nous, on va rester là dans ce premier cas avec la base B1 et on va prendre la matrice D. On va rester avec cette matrice D-là. Hein. Mais c'était juste pour bien faire ce petit rappel parce que quelquefois, les étudiants s'en mêlent les pinceaux là-dedans. Voilà, alors maintenant qu'on a D, il va falloir maintenant qu'on détermine P. Et là, je mets un gros warning parce que quelquefois, les étudiants apprennent, j'allais dire pas bêtement, mais ils apprennent par cœur sans vraiment savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et ils déterminent P en disant, bah voilà, j'ai ce vecteur-là et ce vecteur-là à l'intérieur. Ce qui est vrai, hein, comme on va le voir, c'est bien ça la solution. Donc le jour du concours, évidemment, vous pourrez tout à fait l'écrire. Mais il faut bien savoir pourquoi est-ce que ça fait ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, lorsqu'on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous avez pris P comme matrice,
Ils disent, bah, c'est le cours. Non, c'est pas le cours. Alors, plutôt, c'est une conséquence du cours. Et le truc, c'est qu'ils ont un petit peu oublié d'où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient le fait que P, c'est ça et ça et ça. Pourquoi est-ce que c'est la matrice constituée là de ces trois colonnes-là? Alors, on va l'expliquer un peu brièvement, c'est un rappel de cours, hein, encore une fois. Alors, j'ai tracé un petit trait rouge. D'abord, on prend E, un espace vectoriel. Ensuite, on prend B, une base de E. Et on va prendre aussi B', une deuxième base de E différente de B. Ensuite, on prend F, un endomorphisme de E, donc c'est une application linéaire qui va de E dans lui-même. Ensuite, on prend A, la matrice représentative de F, donc de cet endomorphisme-là, dans B, c'est-à-dire la première base qu'on a considérée. Et puis, on va aussi prendre A', la matrice représentative de F, mais cette fois-ci dans la base B'. Et c'est pas encore fini parce que maintenant on va aussi déterminer deux matrices. D'abord on va déterminer P qui est la matrice de passage, j'ai marqué MDP mais c'est matrice de passage de B à B'. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les matrices de passage, allez voir la vidéo de cours qui y est dédiée. Et ensuite on va prendre P-1 qui est la matrice de passage de B' à B. Ça c'est très important de bien le savoir. Si B c'est la matrice de passage de B à B', alors nécessairement P elle est inversible. Et son inverse, c'est-à-dire P-1, c'est la matrice de passage de B' à B. En fait, je vais aussi avoir besoin de cet espace, je pense. Schématiquement, là vous avez B, là vous avez B', donc qui sont chacune des bases. Ok. Pour passer de B à B', vous avez la matrice P. Et pour passer de B' à B, vous avez P-1. Ok. Donc c'est la matrice de passage de B' à B. Bon, et bien là, le cours nous dit qu'il existe un lien entre A et A'. Parce que A et A', elles sont semblables, c'est-à-dire qu'elles représentent le même endomorphisme, ok, mais simplement dans deux bases différentes. Et le lien mathématique qui existe, le lien matriciel qui existe, qui est assez magnifique, hein, moi je trouve ça assez sublime, bon bref, c'est que A' est égal à P-1 fois A fois P. Voilà. La matrice représentative de F dans B', c'est la matrice de passage de B' à B multipliée par A, donc la matrice représentative de F dans la base P, multipliée par P, la matrice de passage de B à B'. Bon, ça fait beaucoup de choses ensemble condensées. Mais une fois qu'on est bien habitué à ça, voilà cette formule-là, on y est un peu habitué, on comprend ce qui se passe, etc. En tout cas, on a cette formule-là qui est dans le cours, qu'il faut bien connaître. Il faut comprendre aussi, bien évidemment, tous les tenants et aboutissants, évidemment. Mais là, remarquez quand même une chose, c'est que cette formule-là, si jamais on multiplie par P par la gauche et par P-1 par la droite, on arrive à une nouvelle formule. Voilà, j'ai multiplié par P par la gauche et par P-1 par la droite cette égalité-là. Donc là, on a bien P fois A' fois P-1 ici. Et là, bah, on a tout ça multiplié par la gauche par P et par la droite par P-1. Sauf que là, évidemment, P fois P-1, on sait que ça fait la matrice identité. Et pareil pour P fois P-1. Mais sauf que l'identité fois A fois identité, ça fait tout simplement A. Donc ça veut dire que là, ici, on a A. Et donc on sait que A est égal à P fois A' fois P-1. Voilà, c'est la deuxième formule, si vous voulez, que vous pouvez connaître. Et en fait, elles sont totalement équivalentes, hein, ces deux formules, hein, évidemment. Et là, on se dit, dis donc, ça, c'est que ça ressemblerait pas fichtrement à ça? Eh bien si, ça ressemble même énormément à ça. Là, vous avez bien A est égal à P fois A' fois P-1. Là, vous avez P fois D fois P-1. Mais A' et D, en fait, jouent le même rôle. C'est-à-dire que là, on est dans le cas général, parce que A' n'est pas forcément diagonale, évidemment. Mais là, D, bon bah voilà, c'est juste que c'est A', mais qu'en plus elle est diagonale. Et on a sa valeur qui est juste ici. Et en plus, ça fait parfaitement sens parce que A', comme on l'a dit, c'est quoi? C'est la matrice de F dans une base B' différente de B. C'est exactement ce qu'on a là, parce que ce qu'on a dit avant, c'est que la matrice D qui est ici, c'est la matrice représentative de F dans cette base-là, dans cette nouvelle base qu'on a créée, entre guillemets. C'est comme si B1 qui est ici, c'était B'. On peut d'ailleurs l'appeler B', voilà, pour faire correspondre avec le cours. Voilà, D, c'est bien la matrice représentative de F dans la base B'. Alors, je vais remplacer A' là-dedans par D, ok? Comme ça, on va faire le lien entre le cours et l'exercice. Donc D, la matrice qui est ici, c'est la matrice représentative de F dans la base B'. Au passage, comme A, là, du coup, c'est cette matrice-là, ok? Eh ben, on sait que la base B ici, dans laquelle A est la matrice représentative de F, on sait que B, c'est la base canonique, puisque A, c'est la matrice représentative de F dans la base canonique. Voilà, j'ai rajouté ce petit mot canonique pour faire le lien entre l'exercice et le cours. Alors ça ne change pas. En revanche, ça va changer un tout petit peu là-bas. Voilà, parce qu'on est en train d'appliquer l'exercice au cours. Alors, on va remplacer simplement A' par D, voilà, comme ceci, c'est-à-dire que A est égal à P fois D fois P-1. Or, nous, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On a déjà D.
On cherche simplement P. On cherche la matrice P. Or, qu'est-ce que c'est que P? P, par définition du cours, c'est la matrice de passage de B à B'. C'est-à-dire que c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B' qu'on a déterminée juste ici, qui est cette base-là, hein, qui est composée des vecteurs propres là, qu'on a déterminés juste avant. Donc, matrice de passage de B à B'. Et alors là, super important, il faut connaître la définition de ce que c'est qu'une matrice de passage d'une base B à une base B'. Qu'est-ce que c'est? C'est la matrice de la famille B' dans la base B. Allez voir le cours en vidéo si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Alors, je vais effacer un petit peu tout ce rappel et je vais simplement garder le fait que P, c'est la matrice de B à B'. Et comme ça, on va pouvoir déterminer, vous allez voir très simplement, ce que c'est que cette matrice P. Et on va bien retomber sur le fait que la matrice P, c'est bien une matrice carrée composée de ces 3 colonnes comme on va le voir. Voilà, ainsi P, donc la matrice qu'on recherche, c'est la matrice de passage de la base canonique à B'. Donc dans le cours de B à B', c'est juste que B là, c'est la base canonique puisque A, c'est la matrice représentative de F dans la base canonique. Or, comme on l'a dit, la matrice de passage d'une base B à une base B', c'est la famille B' que vous décomposez dans la base première, donc dans la base B. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la matrice P, déjà, ça va être une matrice carrée et que chacune de ces colonnes va recenser les coordonnées des vecteurs de B', okay, dans la base B, ici la base canonique. Voilà, ainsi P, comme on l'a dit, c'est une matrice carrée et chacune de ces colonnes, que j'ai représentée en rouge, donc chacune de ces colonnes va tout simplement recenser les coordonnées des vecteurs de B', okay, qui sont juste là, okay, dans la base B d'origine, donc dans la base canonique. Alors je redonne à ces 3 vecteurs les noms d'epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis je rappelle en même temps ce que c'est que la base canonique de R3 ou de M3,1 de R, hein, si vous voulez. Donc ce sont évidemment ces 3 vecteurs qu'on a qu'à appeler E1, E2, E3. Voilà, comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décomposer ces 3 vecteurs dans cette base-là. Parce qu'évidemment, il faut avoir ce schéma en tête, hein. La première colonne ici, c'est la colonne des coordonnées de epsilon 1 par rapport à E1, E2 et E3, et etc. Pareil pour epsilon 2 et epsilon 3. Alors c'est parti. D'abord, décomposons donc epsilon 1 par rapport à E1, E2 et E3. Mais epsilon 1, c'est ce vecteur-là. Mais ce vecteur-là, qu'est-ce que c'est? C'est 1, 1, 1. Donc epsilon 1, c'est une fois E1 plus une fois E2 plus une fois E3. Voilà, comme ceci. Donc déjà, on peut remplir la première colonne. C'est 1, 1, 1. Ça va être 1, 1, parce que epsilon 1, on voit que c'est une fois E1, donc le 1 qui est là, on le met là, le 1 qui est là, on le met là, et le 1 qui est là, on le met ici. C'est coordonnées d'epsilon 1 dans la base E1, E2, E3, voilà la base canonique. Et pour epsilon 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Epsilon 2, c'est moins une fois E1, plus une fois E2, plus 0 fois E3. Ah oui. Et donc en fait, on va se retrouver avec un moins 1 ici, un 1 ici et un 0 là. Et pour epsilon 3, c'est une fois E1 plus 0 fois E2 plus une fois E3. Donc vous allez avoir 1, 0 et 1 exactement de la même façon. Et donc vous voyez bien que ce sur quoi on arrive, c'est bien comme on l'avait dit au départ, la matrice carrée qui est composée de ces 3 vecteurs colonnes. Mais alors attention parce que là effectivement on a bien les 3 vecteurs colonnes qui sont juste là. Mais la raison pour laquelle on les a conservés exactement comme ça, c'est parce qu'au départ, là, avec A, on était dans la base canonique. C'est ça qui est super important. Parce que dans la base canonique, n'importe quel vecteur reste entre guillemets inchangé. C'est-à-dire que le vecteur qui est ici, dans la base canonique, lorsque vous le décomposez, vous retombez bien sur les coordonnées initiales, voyez, c'est bien une fois E1 plus une fois E2 plus une fois E3. Mais imaginez un petit peu maintenant que la matrice A, ça ait été non pas la matrice représentative de F dans la base canonique, mais dans une autre base que la base canonique. Alors là, je peux vous assurer que la matrice P, ça n'aurait pas été cette matrice-là. Ça n'aurait pas été cette matrice-là. Non, puisque vous ne seriez pas dans la base canonique. Vous n'auriez pas été dans la base canonique. Okay, là, ça se goupille super bien et à vrai dire, dans la plupart des exercices, ça se goupillera à peu près d'une façon similaire parce qu'on part très souvent de la base canonique dans les exercices, hein, évidemment. Mais attention, ça n'est pas un cas général ou universel. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai ma base B', je prends ces 3 vecteurs-là, bam, je les mets là-dedans. Il faut bien comprendre la logique sous-jacente. Pourquoi est-ce qu'on a ces 3 vecteurs-là? Parce que la matrice P, c'est la matrice de passage de la base canonique dans
cette base-là. Donc, c'est les coordonnées de ces 3 vecteurs qui sont ici dans la base canonique de R3 ou de M3, 1 de R comme vous voulez. Donc, ce qui est super important, c'est de bien comprendre que c'est parce qu'on est avec une base canonique que là, on a bien ces 3 vecteurs dans P. Et donc, c'est bon, on a P, on a aussi D, l'exercice est terminé. Mais remarquez un dernier tout petit truc au passage, c'est que exactement comme pour tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait dit si jamais on alterne E1 et E2 là par exemple, on avait dit que là la matrice D, on aurait eu un 3 à 1 et à 3. Ok, évidemment. À vrai dire, si on avait alterné epsilon 3 avec epsilon 1, là, on aurait eu 3, 3 et 1. Mais évidemment, il en va de même pour la matrice P. C'est-à-dire que si jamais on avait considéré non pas la base B' de cette façon-là, mais en considérant par exemple, je ne sais pas, mais d'abord ce vecteur-là, ensuite celui-là, là, vous auriez dû évidemment interchanger cette colonne-là avec cette colonne-là. Et voilà pour cet exercice.